Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Au cœur de l'environnement. Face aux défis climatiques, une question se pose, et si la transition écologique était aussi une opportunité économique? Comment transformer les contraintes environnementales en levier de croissance? C'est ce que nous allons explorer tout au long de cette émission avec mes invités. Déjà, sur ce plateau, j'ai Ibitoye Bia. Bonsoir, monsieur Ibitoye. Oui, bonsoir, cher journaliste. Alors, vous êtes spécialiste en gestion durable des terres et changement climatique. Exact, merci. Alors, et à ma gauche, Cédric Agbessi, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes consultant en transition verte, un habitué de ce plateau. Tout à fait. Alors, pour commencer, on ne pourrait jamais s'en passer de parler du changement climatique. Qu'est-ce que le changement climatique? Alors, monsieur le journaliste, évidemment, le changement climatique, en des thèmes assez basiques et simples, c'est ce dérèglement météorologique que nous observons et de nos conditions climatiques que nous observons. Pour aller plus simple, c'est l'augmentation de la température, les fortes chaleurs que nous avions, c'est les inondations et ainsi de suite. Et ce dérèglement que nous observons est causé, bien évidemment, par un élément que nous appelons, ou bien des éléments que nous appelons gaz, gaz à effet de serre. À effet de serre, justement, parce que ce sont des gaz qui ont cette capacité d'absorber la chaleur du soleil et de retransmettre ça sur la Terre pour créer le réchauffement climatique. Voilà. Ok, monsieur Ibitoye, voilà que c'est clair. Alors, vous, de votre côté, dites-nous quelles sont les principales causes de ce changement climatique que nous observons. Oui, merci, monsieur le journaliste. Comme l'a dit mon collègue, les changements climatiques sont causés par les gaz à effet de serre. Et les principaux gaz à effet de serre sont le CO2. Le CO2, le CO2, oui, ce que nous appelons communément le dioxyde de carbone. Il y a l'oxyde nitreux et d'autres gaz qui sont des gaz à effet de serre. Mais ces gaz sont émis à partir des activités de l'homme, principalement les activités liées au transport. L'homme constitue la principale... L'homme constitue la principale source des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre qui entraînent le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique tel qu'il vient de l'expliquer. D'accord. Alors, M. Cédric, quand on parle de gaz à effet de serre, quel secteur économique est le plus émetteur? Oui, on en dénombre plusieurs. Cependant, on va pas citer, de façon hiérarchisée, au niveau mondial, c'est le secteur énergétique qui contribue fortement aux émissions de gaz à effet de serre. Justement, cela parce que, vous savez, aujourd'hui, la question centrale de l'énergie ou bien de l'électricité dans notre vie n'est plus à démontrer. Et donc, ce besoin de production d'électricité, faire recours à l'usage des énergies fossiles à forte quantité et les énergies fossiles jusqu'à une hauteur de 60% contribuent à la production de l'électricité de chaleur dans le monde. Et donc aujourd'hui, le secteur principal qui contribue à une forte émission de ces gaz à effet de serre, c'est bien évidemment le secteur énergétique où vous convenez avec moi qu'aujourd'hui c'est vrai, il y a des sensibilisations pour aller vers des moyens de mobilité, des outils, des moyens de mobilité écologiques, mais nos voitures, nos motos, on continue de ne pas utiliser l'énergie fossile, c'est-à-dire l'essence, le gasoil, et ainsi de suite. Et donc, voilà, c'est le secteur le plus contributeur. On a d'autres secteurs comme l'industrie lourde, la production de ciment, les industries de production de ciment et bien d'autres. D'accord. Alors, Ibitoye, il a parlé du secteur énergétique. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, le secteur énergétique est le secteur qui émet plus de gaz à effet de serre. Selon les estimations des experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, ce secteur est évalué à 113% des émissions globales au niveau mondial. Donc, c'est un secteur qui émet fortement les gaz à effet de serre. Bon, ce n'est pas que le seul secteur, il y a d'autres secteurs. La déforestation, l'agriculture, c'est le secteur le plus émetteur de CO2 à travers la production de l'électricité, le transport, les industries,
donc, qui sont aujourd'hui, ou depuis lors, l'élément sur lequel repose fondamentalement notre mode de vie. Notre mode de vie, tout à fait. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. Parce qu'en venant, vous êtes venu avec votre moto ou votre véhicule? Déjà au réveil, le premier besoin de l'homme, c'est de s'alimenter. Et avec notre système de cuisson des aliments, avant de manger, il faut aller à la cuisson de ces aliments-là. Et nous utilisons, pour la plupart dans nos milieux ici, le bois énergie qui contribue fortement à l'émission de gaz. Donc, c'est le quotidien, de tous les jours. Alors, toujours avec vous, quel concept économique repose bien sûr l'idée de découpler la croissance économique, parce que croissance économique de l'exploitation des ressources naturelles? Oui, pour découpler l'exploitation des ressources naturelles à l'économie, c'est la notion de l'économie circulaire. C'est-à-dire? L'économie circulaire, c'est c'est cette économie-là qui repose sur ce que nous connaissons depuis les classes non, pas du primaire, je crois, de classe de 5e, la loi de Lavoisier, qui dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, c'est cette économie-là qui veut qu'on prélève les ressources pour fabriquer et ne plus les jeter. Donc, lorsque le produit utilisé est usé, il faut le recycler. Donc, il faut penser à transformer. Donc, c'est le recyclage continu de la matière qui va permettre de produire et de fabriquer ce dont nous avons besoin pour maintenir durablement notre environnement. D'accord. Cédric a quelque chose d'autre à ajouter sur vous? Oui, tout à fait. L'élément qui permet de découpler à la fois l'exploitation de nos ressources et la question économique, c'est tout à fait l'économie circulaire qui est cet instrument, comme l'a si bien expliqué mon collègue, qui permet d'abandonner ou bien de faire une rupture avec le système, l'économie basique qui était une économie linéaire, qui consiste à prélever, à transformer et à jeter. Mais avec le dispositif d'économie circulaire, ça permet de limiter un peu le gaspillage et donc de par cette façon de faire, de mieux gérer la ressource naturelle pour les générations à venir. C'est très important. Tout à fait. Et ce que je voulais ajouter à cela est que oui, l'économie circulaire, mais il faut aussi ajouter l'économie verte et l'économie bleue qui font leur expansion aujourd'hui. L'économie bleue, c'est-à-dire? Oui, c'est l'économie générée à partir de l'exploitation durable des ressources aquatiques. Voilà. Et l'économie verte, voilà, de tout ce qui est notre environnement, l'écosystème et tout. Parce que il peut arriver que nous fassions de l'économie circulaire sans pour autant respecter les conditions environnementales. Qui s'imposent, oui. Vous voyez. Donc, il est très important d'intégrer ce volet d'économie verte qui met l'accent sur le fait de faire une économie circulaire, mais une économie circulaire accrochée à l'environnement, en notre cas, de sorte à ce que nous puissions respecter notre environnement, préserver notre écosystème, notre biodiversité, et pour que les générations futures, les générations présentes même, puissent en profiter. Voilà. Alors, dans un autre registre, dites-moi, quel secteur représente aujourd'hui une opportunité majeure de transition écologique et d'innovation économique? Oui, c'est toujours le secteur énergétique, à la fois qui constitue, parce que c'est le secteur qui pollue le plus. On ne se soit jamais. Oui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il a dit aussi mon vis-à-vis, c'est le secteur à partir duquel nous ne pouvons pas vivre. On a besoin de l'énergie partout, mais on peut transformer ce mode de vie, d'utiliser l'énergie fossile, l'énergie polluante, et utiliser désormais de l'énergie propre. L'énergie solaire également. De l'énergie propre, et c'est ce qui nous amène vers les énergies renouvelables, donc l'énergie solaire, qui pollue moins comparativement à l'énergie fossile, les énergies, la biomasse, qui sont des déchets recyclables. J'aurais appris aussi qui seraient aussi économiques. Tout à fait, tout à fait. Il y a aussi l'éolienne, surtout dans les zones où il y a de forts vents. Et même aujourd'hui, il y a des techniques où même dans des zones où il y a de faibles vents, dans les collines et autres, on peut utiliser de l'éolienne et générer de l'énergie. Il y a aussi, bien évidemment, l'hydroélectricité, l'énergie qu'on peut générer à partir de l'eau.
et une énergie qui fait son expansion aujourd'hui, qui suscite beaucoup de curiosité, beaucoup de recherches, l'énergie à partir de l'hydrogène vert. Donc voilà des secteurs qui constituent à la fois des opportunités d'emploi et des opportunités économiques pour les investisseurs, la jeunesse et les acteurs du système. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Biya, dites-moi, quelle technologie pourrait à présent permettre de capturer, de stocker le CO2? Est-ce que d'abord c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Oui, c'est bien possible de capter, de stocker le CO2 émis par les industries. C'est une technologie qui est appelée technologie de captage de carbone et de stockage. Captage et de stockage de carbone, mais qui est développée dans les pays industrialisés. Justement, c'était ma question. Ça s'expérimente Ça s'expérimente pas encore ici chez nous, mais au niveau des pays industrialisés, ça s'expérimente. Ça se fait déjà, où les industries ont la capacité de capter le carbone, le CO2, le gaz qu'ils émettent, qui devaient normalement se retrouver dans l'atmosphère. Elles ont la possibilité de les capter. Et à travers un système de pipeline, le transporter vers les réservoirs de stockage. Ces réservoirs de stockage ne sont pas superficiels. C'est des réservoirs de profondeur qui vont vers les gisements de pétrole, les gisements de minerais qui ont été déjà exploités et donc qui peuvent servir de réservoir pour les gaz. Donc c'est une technologie qui est déjà expérimentée qui fait déjà son bonhomme de chemin dans des pays industrialisés, des pays développés. D'accord. Oui. Alors Cédric, il a dit que c'est possible de stocker. Oui, tout à fait. Comme l'a dit, il y a des technologies existantes comme ça. Mais ce que je voudrais ajouter à ce qu'il a dit, chez nous aussi, nous avions des technologies, bon, peut-être pas le thème fort technologie, mais nous avons aussi ces méthodes qui permettent de capter le CO2. Par exemple, la plantation des arbres, donc avec d'abord la politique nationale qui vise à ce que chaque 1er juin, nous plantons des arbres. Cette politique vise en réalité à capter, à réduire les émissions de CO2. Donc, au niveau des industries, les CO2, le gaz émis, il y a des technologies pour capter cela, mais de façon parallèle aussi, sous nos cieux ici, nous avions cette méthode que nous utilisons naturellement qui vise à planter des arbres et de par le phénomène de la photosynthèse en journée, l'arbre arrive à capter le CO2 dans l'atmosphère et de pouvoir le convertir en élément pour sa croissance et pour sa survie. Donc on retient que c'est bien possible. Oui, donc on a de cette méthode locale qui permet d'absorber le CO2. Maintenant, reste à savoir quelle est la proportion de consommation de CO2 vis-à-vis de ce qui est émis quotidiennement. Est-ce que ces plantes, rien que la technologie de plantation des arbres arrive à capter ça, à réduire de façon considérable les CO2. Ça, c'est l'élément qu'il faut explorer, évaluer. Dites-moi, quel pays est actuellement en tête des investissements en parlant de transition verte? Oui, en parlant de transition verte, comme il a dit tout à l'heure, le secteur qui contribue fortement à la transition verte, à la transition écologique, c'est le secteur de l'énergie. Et quand nous observons autour de nous aujourd'hui, le pays champion dans la promotion des énergies renouvelables qui investissent fortement dans la promotion de ces énergies-là, c'est la Chine, bien évidemment. Et ça se manifeste déjà dans nos quartiers à travers ce que nous connaissons et que nous appelons les lampes solaires. Ça peut être sous forme de lampadaires pour l'éclairage public, ça peut être pour les maisons et sous n'importe quelle forme. Aujourd'hui, nous avons le commun de citoyens, c'est que la Chine, où ces produits-là proviennent fondamentalement de la Chine. Donc c'est la Chine qui est le meilleur investisseur en termes de promotion des technologies écologiques. Viennent ensuite les USA et l'Allemagne. Ce sont des pays qui emboîtent le pas aussi à la Chine, sur cette question-là. Merci beaucoup. Cédric, c'est la Chine, bien sûr. Maintenant, nous allons parler des obstacles. Quels sont les obstacles au développement des énergies renouvelables? Les obstacles liés au développement de l'énergie
des énergies renouvelables sont légion. Vous allez constater que déjà, pour adopter ces méthodes, pour adopter les énergies renouvelables, pour faire la promotion, il faut d'abord développer la technologie de fond en comble. Il faut que la recherche soit bien effectuée pour déblayer le terrain et montrer l'avantage, l'utilité de la chose. Et donc aujourd'hui, sous nos cieux, parce qu'ailleurs, bon, des efforts se font, mais sous nos cieux, c'est encore limité. L'investissement dans le secteur de la recherche pour permettre aux chercheurs d'explorer ces formes d'énergie renouvelable. Parce que le piège ou le souci est que quand on parle d'énergie renouvelable, tout de suite, on fait focus sur l'énergie solaire. C'est vrai que nous avions le soleil à notre disposition en Afrique. À grande échelle, voilà. Oui. Mais il y a d'autres formes d'énergie renouvelables qu'on pourrait expérimenter également. Voilà, et qui pourraient être même revenus moins chers parce que l'énergie solaire, il y a d'autres qui font la critique vis-à-vis de ça, compte tenu du fait que dans la chaîne, il y a quand même une certaine... Quelques difficultés. Il y a une certaine forme de production de CO2. De CO2, voilà. Okay. Mais l'autre élément, c'est... Quand je parlais de la recherche, c'est des technologies pour pouvoir stocker en forte quantité l'énergie générée. Par exemple, quand on parle de l'énergie solaire, vous allez voir, nous avons le défi lié au stockage de l'énergie. L'énergie générée par ces cellules photovoltaïques ne sont pas stockées en bonne quantité pour que de façon durable on puisse utiliser. Donc, on a besoin des recherches approfondies pour développer des systèmes de stockage plus efficients et plus durables. De cette façon, on pourra bien évidemment promouvoir les énergies renouvelables. Il y a d'autres secteurs. Il y a aussi aujourd'hui l'investissement. Dans ce secteur, ce qui fait que voilà, financièrement, nous sommes des pays à voie de développement et donc promouvoir... Mais les fonds existent quand même. Promouvoir ces énergies renouvelables nécessite des investissements. Oui, mais c'est difficile. Les fonds existent. Les fonds existent, bien évidemment, mais le mécanisme d'accès à ces fonds constitue aussi un point d'interrogation. C'est des mécanismes assez complexes qui demandent une certaine connaissance, certaines technologies détenues par le pays qui vise ces fonds. Donc, c'est voilà quelques obstacles. Oui, d'accord. Oui, en termes d'obstacles, je crois qu'il a abordé une question fondamentale. Le stockage des énergies renouvelables nécessite de grands investissements. En termes ici, quand on parle des énergies solaires, on sait qu'on a besoin des batteries pour conserver ces énergies solaires-là. Les batteries sont fabriquées à partir des ressources naturelles, comme le lithium, comme le cobalt, qui génèrent d'autres conflits. Vous savez déjà ce qui se passe dans certains pays producteurs de ces ressources-là, et qui ne sont pas aussi moins polluants. Le coût de ces ressources-là sont élevés et donc aller à la mise en place des batteries qui conservent et qui stockent une grande quantité d'énergie utilisable par les industries, puisqu'on ne parle pas que de ménages. Mais vous savez, les industries ont besoin d'une grande quantité d'énergie. Donc, arriver à ce niveau-là, ça nécessite un investissement aussi conséquent. L'autre chose, c'est que nous parlons aujourd'hui d'hydrogène vert. L'hydrogène vert qui est cette forme de stockage de l'énergie qui est perdue lorsqu'on veut accumuler, on veut stocker l'énergie générée par les ressources naturelles. Et il y a une forte quantité qui est perdue et donc on peut récupérer sous forme d'hydrogène vert. Cette technologie-là n'est pas encore fortement développée, n'est pas fortement maîtrisée parce que ça génère aussi des pertes de ressources, pertes d'énergie le long de la chaîne. Donc tout ça, ça contribue aux obstacles de développement des énergies renouvelables. D'accord. Alors toujours avec vous, quelle stratégie économique vise à favoriser les entreprises? Oui. Avec tout ce que vous venez de dire, comment pour favoriser les entreprises, les faveurs qu'on peut accorder aux entreprises sont liées à leur responsabilité tant
la gestion de l'environnement. Une entreprise qui est moins polluante... Donc ils ont également une part de responsabilité. Bien sûr, les entreprises, c'est elles qui ont même la plus grande part de responsabilité dans la pollution de l'environnement. Donc une entreprise qui pollue moins mérite d'être favorisée et qu'une entreprise qui pollue fortement. Donc aujourd'hui, les faveurs qui sont accordées aux entreprises moins polluantes, c'est qu'elles reçoivent plus d'investisseurs. Donc les investisseurs sont plus accessibles lorsque les entreprises polluent moins, ils sont prêts à investir, à travailler dans l'innovation qu'une entreprise qui ne fait pas d'efforts pour réduire son empreinte carbone. Vous voyez. Donc, lorsque nous parlons des entreprises responsables, c'est qu'il faut, il faut une évaluation. Il faut une évaluation à la base. Ça prend en compte tous ces paramètres. Ça prend en compte tous ces paramètres-là. L'évaluation environnementale, l'évaluation sociale, l'évaluation en termes de gouvernance environnementale. Donc, tous ces critères-là sont évalués au niveau des entreprises pour savoir quelle entreprise est respectueuse de l'environnement, laquelle ne l'est pas. D'accord. Cédric, vous avez sûrement quelque chose d'autre à... Oui, tout à fait. C'est moyen de faveur ou bien pour encourager les entreprises qui font de la transition écologique et autres. Il y a aujourd'hui des mécanismes, les fonds verts, des mécanismes qui sont là en réalité pour encourager ces entreprises qui sont dans la ligne droite de pouvoir faire de la transition écologique. Et donc, oui, il y a les fonds verts et il y a aussi des initiatives je vais parler des prix, des initiatives de reconnaissance des actions que mène l'entreprise pour pouvoir des trophées de distinction. Voilà, ce qui contribue aussi d'une certaine façon à une certaine visibilité ou à une certaine publicité de ces entreprises. Et pour encourager déjà ce qui se fait. Voilà, et donc de par ces actes, il y a de la visibilité qui est faite sur l'entreprise. Il y a aussi l'effet inspiration derrière. Donc ces entreprises constituent désormais des inspirations pour d'autres entreprises qui sont dans la pollution. Voilà. D'accord. Monsieur Biya, nous sommes déjà à la fin de cette émission, mais avant, dites-moi, quelle action pourrait accélérer la transition écologique tout en générant des opportunités économiques? Oui, je crois que nous l'avons déjà dit. Ce qui peut permettre d'aller vers la transition écologique, c'est le développement des énergies renouvelables, tel qu'on l'a dit. Et encourager donc les entreprises qui sont responsables, qui travaillent dans le sens du respect de l'environnement et de la qualité environnementale, encourager ces entreprises-là à développer des technologies plus adaptées. Aujourd'hui, dans nos contextes, nous avons le défi de l'innovation. Et pour aller à l'innovation, il faut de la recherche, il faut de l'investissement dans le secteur de la recherche et qui puisse permettre de créer des emplois verts, de créer l'économie verte telle que nous l'avions expliqué et donc devenir de plus en plus responsable en termes de gestion du climat. Oui. Merci beaucoup. Cédric? Oui, pour compléter ce que mon collègue vient de dire, j'ajouterais aussi l'investissement dans le développement des matériaux durables, un peu comme par exemple les emballages biodégradables, un truc sur lequel je travaille fortement, la proposition des emballages écologiques à partir des ressources renouvelables, en l'occurrence les déchets agricoles et autres. Et cela contribue énormément à réduire les risques. Cela contribue énormément à réduire la pollution, tout à fait. À partir des emballages plastiques non biodégradables. Oui. Voilà. Et encourager l'utilisation ou l'utilisation des matériaux durables pour pouvoir produire et pour pouvoir faire les bâtiments et autres. Il y a des panneaux en briques qu'on fait à partir des ressources renouvelables et ainsi de suite. Et investir davantage, comme l'a dit mon collègue, dans la recherche, et surtout vers l'hydrogène vert, qui constitue une opportunité de transition écologique, surtout dans le secteur énergétique. Non négligeable. Tout à fait. Et favoriser davantage des infrastructures pour la mobilité durable. Quand on parle de mobilité, je veux beaucoup pister le secteur
du transport, qui quand même n'est pas négligeable dans les émissions parce que ça consomme les énergies fossiles où déjà à la base là-bas, il y a une production de CO2, mais dans le processus, c'est-à-dire dans le déplacement, il y a aussi l'émission qui est issue en réalité de la combustion de ces combustibles, c'est-à-dire le pétrole, le gasoil, dans le véhicule. Donc la consommation des motos électriques est une bonne chose. Voilà, donc promouvoir davantage des infrastructures qui vont favoriser la consommation des motos électriques, des véhicules électriques et bien d'autres. Même au niveau certains pays ont commencé par l'expérimenter. Hein. J'ai vu la Côte d'Ivoire, le Ghana. Tout à fait. Il y a des véhicules électriques. Tout à fait, le Sénégal aussi. Et voilà, il y a quand même la révolution qui commence peu à peu en Afrique. En Europe, il y a des pays un peu comme l'a évoqué, l'Allemagne qui fait un grand effort dans ce domaine. D'accord. Allez, merci beaucoup à vous, Cédric. Merci d'avoir été là. C'est un plaisir. Monsieur Bitoye, merci également à vous. Merci, c'est un plaisir partagé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. La réalisation a été assurée par Rebecca Ogou, sous l'œil vigilant, bien sûr, de Martin Tonisset, et au son, Emmanuel Agbodielou. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur DN Télévision.